Cette semaine, dans Carnet de santé, les premières vaccinations contre le Covid-19 d'enfants de 5 à 11 ans ont débuté aux États-Unis. Comment évaluer les risques et les avantages de la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants? On en parle avec un expert. Et combien d'eau boire au quotidien pour rester hydraté? La réponse dans Conseils et astuces. Enfin, un regard sur les progrès réalisés dans les systèmes de santé maternelle, néonatale et infantile au Zimbabwe. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les enfants aux États-Unis font la queue pour recevoir le vaccin anti-Covid. La Food and Drug Administration américaine a approuvé une autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, fabriqué par Pfizer BioNTech. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, le CDC, la plupart des enfants atteints du COVID-19 ont des symptômes moins graves que les adultes. Cependant, ils peuvent développer un syndrome inflammatoire multisystémique, une complication potentiellement grave et dangereuse qui provoque une inflammation des organes vitaux. Ici aux États-Unis, certains parents prennent des mesures pour prévenir le COVID-19 chez leurs enfants. Bejum Domsen, Ersos de la VOA, a rendu visite à un centre de vaccination à Fairfax, en Virginie, près de Washington, D.C. Regardez. Aux États-Unis, les enfants peuvent désormais recevoir leur premier vaccin anti-Covid-19 dans des centres comme celui-ci à Fairfax, en Virginie. Plus tôt ce mois-ci, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont approuvé une recommandation selon laquelle les enfants de 5 à 11 ans peuvent recevoir une dose pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech. Présentement, les premiers des 28 millions d'enfants éligibles aux États-Unis reçoivent leur première dose. Cela ne fait pas mal. J'ai su que c'était fini 5 minutes après. Je l'ai un peu senti, mais ça n'a pas fait mal. Le groupe Pfizer-BioNTech dit que le vaccin est efficace à environ 91% pour ce groupe d'âge. Les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent un tiers de la dose fournie aux adultes et aux autres enfants de plus de 12 ans. Le taux de la dose est suffisamment puissant pour déclencher une forte réponse immunologique, tout en étant suffisamment bas pour éviter les effets secondaires indésirables. Mais certains parents ne sont toujours pas sûrs de suivre la recommandation. Selon une étude de la Kaiser Family Foundation, publiée en octobre, près de 2 tiers des parents ayant des enfants âgés de 5 à 11 ans ont déclaré attendre avant de faire vacciner leurs enfants. Je leur dirais de faire des recherches. Personnellement, je pense que c'est plus sûr de recevoir le vaccin, mais ça n'engage que moi. Je ne veux pas que mes enfants aient le Covid, alors je me sens bien que nous soyons sur le point d'être complètement vaccinés. Près de 84% des habitants du comté de Fairfax ont reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid. À ce jour, il n'y a aucune donnée disponible pour les enfants de 5 à 11 ans. Le docteur Jessica Nash est pédiatre à l'hôpital pour enfants de Washington, D.C. Elle nous en dit plus sur la vaccination COVID-19 pour les enfants. Avec cette deuxième vague de variant Delta, nous avons commencé à avoir plus d'enfants malades. Cela a donc été un moment propice pour offrir une certaine protection à une population qui pourrait potentiellement tomber malade avec le coronavirus. Ce qui s'est passé avec le vaccin Pfizer, c'est que les essais cliniques montrent que cette tranche d'âge, entre 5 et 11 ans, n'avait besoin que d'environ un tiers de la dose de ce que nous avons donné aux adultes, quel que soit leur âge. Donc ce n'est vraiment pas lié à votre taille à 5 ans ou à votre taille à 11, mais c'est à propos de la réponse immunitaire. Il y a une certaine confusion. Donc cette partie n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que la réponse immunitaire que les enfants ont avec le dosage à un tiers est suffisamment adéquate, quoi qu'il en soit pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Ce que nous savons, c'est que vous obtenez une certaine immunité ou ce que nous appelons une immunité naturelle en attrapant le virus réel. Donc, si votre test est positif et que vous avez le virus, vous aurez une immunité naturelle. Le problème est que l'immunité diminue plus rapidement que si vous receviez le vaccin réel. Lorsque le rappel a été mis en place, nous avons découvert qu'après plusieurs mois, les personnes âgées et celles qui étaient immunodéprimées avaient besoin d'un vaccin supplémentaire pour pouvoir bénéficier d'une plus grande immunité contre le coronavirus. La FDA a déclaré que nous n'allions pas laisser Pfizer prendre des raccourcis en ce qui concerne les essais cliniques pour ce vaccin. L'avantage de l'étude sur les enfants de 5 à 11 ans, c'est qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Et généralement, lorsque nous recherchons des effets secondaires, ils ont généralement tendance à se produire au cours des 2 premières semaines des premiers mois. Et avec les essais cliniques, nous sommes au-delà de ce premier mois ou au-delà de ces 2 mois où nous serions à la recherche de zones où s'il y avait des effets secondaires graves. Lorsque vous recevez un vaccin, votre corps développe une réponse immunitaire. Et cela signifie que votre corps reconnaît qu'il y a là quelque chose que nous voulons que le système immunitaire reconnaisse. Ainsi, vous pourriez avoir de la fièvre ou certaines personnes, les adultes comme les enfants, peuvent être un peu fatigués pendant quelques heures après le vaccin. Mais tout cela, nous nous attendons généralement à le voir. Tout comme pour les adultes, ils reçoivent une dose, puis 3 semaines plus tard, ils sont censés recevoir leur 2e dose de vaccin. La meilleure protection que nous puissions offrir est de faire vacciner les enfants contre le COVID-19. Les vaccins, surtout maintenant que nous mettons nos enfants plus à risque en les ayant à l'école. Si vous avez un enfant qui a un problème médical complexe, il est fort probable que le spécialiste recommande qu'il se fasse vacciner, car il présente un risque encore plus élevé. Et s'il y a une question ou une préoccupation, ce serait certainement quelque chose à parler avec votre pédiatre ou spécialiste. Nous avons des enfants asthmatiques, des enfants atteints de cardiopathie congénitale, des enfants atteints de drépanocytose, en particulier des enfants qui sont immunodéprimés. Nous encourageons à la fois le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le COVID-19. Ils peuvent tous deux être administrés le même jour selon la préférence des parents. Preventative medicine is what we do best in pediatrics to keep our kids safe, and we want to continue to do that. Nous avons demandé à certains parents de la communauté africaine ici aux États-Unis s'ils prévoyaient de vacciner leurs jeunes enfants contre le COVID-19. Voici ce qu'ils ont répondu. À mon avis, il est préférable de vacciner les enfants pour les mettre à l'abri de la pandémie. Parce que c'est vrai que les scientifiques ne nous ont pas dit toute la vérité sur la maladie. Il est préférable de mettre les enfants à l'abri. Rien ne prouve qu'ils ne peuvent pas être contaminés autant que les adultes. Bon, je crois 5 ans c'est très tôt, à partir de 10 ans, parce qu'à 10 ans, il a contact avec les adultes et d'autres enfants. Il va à l'école, il va au parc, il s'amuse avec tout le reste. Je pense que si nous sommes si pressés de renvoyer les enfants à l'école, ils sont moins susceptibles de pratiquer la distanciation sociale et de s'assurer qu'ils sont hygiéniques et se lavent les mains. Il est donc important qu'ils aient ce niveau de protection grâce au vaccin pour les protéger de ce virus qu'est le COVID-19. Personnellement, je ne recommanderais pas de faire vacciner mon enfant. Mais en même temps, vous savez, je suppose que d'autres personnes peuvent faire ce qu'elles veulent pour leurs enfants. Donc, vous savez que vous ne pouvez pas vraiment empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent faire. Mais personnellement, je ne ferais pas vacciner mon enfant. Moi, je pense que c'est une bonne idée. À partir du moment où c'est recommandé par les institutions scientifiques de ce pays, moi, je crois en ce qu'ils disent. C'est des gens sérieux et ils ont déjà, par le passé, trouvé beaucoup de vaccins qui se sont avérés extrêmement efficaces contre le polio, contre le sida, contre d'autres pandémies et d'autres maladies graves. Et donc, je ne vois pas de raison du tout pour mettre en cause leurs conseils scientifiques et leur point de vue scientifique. J'hésiterai pas du tout. Si c'est recommandé par les institutions scientifiques et les centres de recherche ici, je n'ai aucun problème avec ça. Franchement, je ne pense pas à la théorie du complot, etc.
Saviez-vous que l'eau représente 50 à 70% de notre poids corporel? Les experts disent que nous perdons de l'eau par la transpiration, l'urine, la respiration et les selles, et le corps dépend de l'eau pour survivre. Alors, consommez-vous assez d'eau? Eh bien, vous avez peut-être entendu dire qu'il est conseillé de boire 8 verres d'eau par jour. Selon la Mayo Clinic, ici aux États-Unis, la plupart des personnes en bonne santé peuvent s'hydrater en buvant de l'eau et d'autres liquides chaque fois qu'elles ont soif. Pour d'autres personnes, moins de 8 verres d'eau par jour peuvent suffire. Mais certains, en revanche, peuvent avoir besoin de plus d'eau. Les académies nationales des sciences de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis recommandent aux hommes de boire environ 3,7 litres de liquide par jour et aux femmes environ 2,7 litres par jour. Ces directives s'appliquent aux liquides tels que l'eau, les autres boissons et les repas. Alors, allez-y et assurez-vous de rester hydraté. Le docteur Aboubacar Campo, directeur des programmes de santé de l'UNICEF, a passé une semaine au Zimbabwe pour évaluer les progrès des systèmes de santé maternelle, néonatale et infantile du pays, près de 10 ans après que l'Agence des Nations Unies leur a injecté des millions de dollars. Reportage de Columbus Mavunga depuis Mount Darwin au Zimbabwe. Belinda Kaziwisi est originaire du mont Darwin au Zimbabwe, près de la frontière mozambicaine, à environ 200 km au nord de Harare. C'est l'une des mères zimbabwéennes qui profite de l'argent fourni par l'UNICEF. Depuis le moment où je suis tombée enceinte jusqu'à l'accouchement de mon enfant, je n'ai rien payé. Lors de l'accouchement, on m'a donné du savon, du coton et d'autres choses gratuitement. C'était bien par rapport à ce qui se passait avant. Grâce au financement de l'UNICEF, le gouvernement du Zimbabwe a embauché des agents de santé qui encouragent les femmes enceintes dans les villages ruraux à solliciter l'aide des établissements de santé du pays pour éviter les complications. Nous leur disons, le cheminement jusqu'à l'accouchement peut être facile. Votre bébé sera pris en charge, même dans le ventre, car il y a maintenant tellement de maladies. S'ils ne viennent pas à la clinique, le bébé peut naître avec des maladies. C'est ainsi que nous les encourageons à venir à la clinique lorsqu'elles tombent enceintes. Le docteur Tajuddin Oyewale, représentant de l'UNICEF au Zimbabwe, affirme que le fait d'avoir des agents de santé dans les villages ruraux et de financer le secteur de la santé du pays porte leurs fruits. Et lorsque vous regardez les derniers résultats de l'enquête MICS de l'UNICEF, le Zimbabwe a réussi à réduire de moitié le taux de mortalité maternelle au cours des 10 dernières années. Et c'est une combinaison d'efforts différents de chacun. Les défis sont réels car le monde évolue. Campo de l'UNICEF était un fonctionnaire subalterne au Zimbabwe pour l'Agence des Nations Unies lorsqu'il a lancé le Fonds de transition pour la santé, un fonds commun à donateurs multiples pour soutenir le secteur de la santé du pays qui fonctionnait à peine en 2012. Récemment, Campo s'est rendu au Zimbabwe pour évaluer si le fonds a changé les systèmes de santé maternelle, néonatale et infantile du pays. Il dit que le fonds porte ses fruits. Et je suis très satisfait des progrès réalisés par le Zimbabwe en termes de fourniture de soins de santé à l'ensemble de la population. Ce n'est pas parfait, mais je pense que le Zimbabwe peut être fier de ce qu'il a accompli. Le ressortissant malien a déclaré que le Zimbabwe dispose désormais d'un système de santé pleinement fonctionnel dans le domaine des soins de santé primaires, un contraste frappant avec la situation d'il y a près d'une décennie. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.